19 et 20 novembre 2014, Pôle emploi organise les ateliers AMCEP. Le thème « Dynamique de l'innovation et gestion des idées ». Pendant 2 jours, plus de 40 pays partagent leurs expériences et leurs bonnes pratiques. C'est parti. Mesdames et messieurs, bienvenue à cet atelier AMCEP organisé par Pôle emploi. Une fois de plus, ce sera l'occasion de confirmer le grand intérêt pour cette plateforme d'échange. Les services publics de l'emploi du monde, nous sommes 90, une quarantaine présents aujourd'hui, échangent sur leurs pratiques, leurs expériences pour s'améliorer, se développer. En tant que service public de l'emploi, nous avons à faire face à des défis qui sont parmi les plus importants. C'est une nécessité de travailler avec nos attitudes, de créer un climat, une culture pour l'innovation. Comment moderniser les services d'emploi public dits des SPE? Face aux défis à relever, les tables rondes permettent d'échanger sur la méthodologie adoptée pour développer l'innovation. C'est pas simple la lutte contre le chômage, et donc il faut être tout le temps en veille, tout le temps en recherche d'innovation pour apporter les solutions adéquates aux différents clients, que ce soit les chercheurs d'emploi ou les employeurs. Après cette matinée de plénière, 3 ateliers simultanés sont proposés. Le thème « Innovation de produits ou de services », innovation de processus, innovation stratégique et de gouvernance. Dans la définition en tout cas. And we have many awards from developing. Innovation is on us. That's the one way to better service for people, and we know it. It is very important. We try to provide the better way to serve people. And mobile application for counseling. We are right now creating new services for our customers by establish a customer-driven approach. And that is, for us, a new attitude. We invited the colleagues to use the system. To change old structures, to change old behavior is not that easy. So this is one of the main things we are working on, and that's why one of the reasons I'm here, to get input how others do, to work on this cultural aspect. Ce que je suis venu surtout apprendre, je dis apprendre, copier, n'est-ce pas, c'est chez mes collègues, c'est comment on introduit dans une maison de façon rationnelle tout ce système d'innovation avec les méthodes, les procédures, les stratégies. L'innovation, c'est préparer évidemment l'avenir, plutôt sur des formats de 3 ans. C'est nécessaire dans une organisation, quelle qu'elle soit publique ou privée, bien entendu, et c'est d'abord de l'innovation humaine, et c'est surtout pas l'innovation technologique. On a, à terme, on a vraiment un défi de faire que le domaine de l'innovation publique, et notamment de pouvoir se réinventer avec les autres, soit au cœur de la stratégie d'évolution des services publics. Is also incredibly important because innovation is about learning and learning is about information. 2 journées intenses qui vont alimenter et stimuler les processus d'évolution dans les services d'emploi public. Merci beaucoup. Merci pour ce processus et cette démarche que nous avons une fois de plus accompli tous ensemble.
Merci à la technique. Le plaisir d'innover, le plaisir, vous venez de le voir, j'espère qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Le monsieur, c'était Lang Lang, qui a donné en 2012 à Pékin une représentation de la Campanella de Liszt. Alors le plaisir, il est évident, l'innovation, elle était dans la version qu'il a choisi de présenter. C'est une version qui n'avait encore jamais été présentée, vous savez que la musique classique, c'est assez traditionnel. Et là, il a choisi une représentation conforme, selon lui, à ce que Liszt avait voulu en 1851. Alors le plaisir, on l'a senti quand? On l'a senti quand Lang Lang a commencé à jouer. On l'a senti à un moment quand vous êtes dans ce passage où il se déchaîne sur l'extrémité du piano. On a senti aussi le plaisir du public qui participait avec lui. Il n'a pas pu se retenir d'applaudir. Le plaisir, vous l'avez eu aussi, puisque vous-même avez applaudi d'ailleurs. Un troisième moment où le plaisir est flagrant, c'est quand, à la fin de son morceau, vous voyez le public qui applaudit et Lang Lang qui reçoit cette reconnaissance du public. Et vous le voyez sur son visage, alors que c'est un concertiste très expérimenté. Et le plaisir, enfin, c'est le plaisir que manifeste le public d'avoir participé avec Lang Lang à un moment totalement exceptionnel. Alors on a Lang Lang, oui, mais il n'y a pas que Lang Lang. Ce plaisir, ce qu'on vient de voir, on l'a tout aussi bien avec un orchestre d'enfants qui va se lancer pour la première fois dans une innovation pour chacun d'entre eux, à faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait avant. Et qui vont susciter le plaisir également dans tout leur auditoire. Et c'est de ça, nous allons vous proposer, bon, c'est un petit regard un peu décalé sur le sérieux de l'innovation, mais c'est ce qu'on va proposer, c'est de revisiter l'innovation avec un angle un peu personnel, un peu différent. Et je cède la parole à Stéphane. Bon, bonjour. Bon, innover c'est quoi? La définition que nous aimons bien s'appuie sur une citation de Schopenhauer. Elle est tellement jolie que j'arrive pas à la retenir, donc je vous invite à la lire. La difficulté n'est pas de voir ce que personne n'a jamais vu, mais de penser comme personne n'a jamais pensé au sujet de quelque chose que tous voient. Ça date du 19e, et je crois que c'est encore vraiment d'actualité. De manière plus opérationnelle, et je prends la remarque, la manière de formuler qu'a donné Roger Scott Douglas à l'OCDE la semaine dernière. Faire penser les gens de manière différente, et cela à propos de toute chose. Alors c'est amusant parce que ce n'est pas vraiment une définition, c'est plutôt une attitude. L'innovation sert quand même à résoudre les problèmes que nous n'avons pas réussi à résoudre jusqu'à maintenant. Et c'est également amusant parce que c'est un moyen pour les directeurs de résoudre des problèmes, réfléchir différemment pour résoudre les problèmes que l'on n'a pas réussi à résoudre jusqu'à maintenant. Et c'est également le résultat d'une démarche. C'est le résultat de la démarche de l'innovation que l'on mène dans les structures qui doit amener à faire penser justement les directeurs opérationnels plus différemment pour résoudre les problèmes précédents. Alors innover. Innover pour qui? Eh bien, c'est pour nous qu'on innove. C'est pour nous et nos semblables, tout simplement. La personne est vraiment le sujet central de toutes les mécaniques d'innovation. Et là-dessus, je voudrais vous proposer 3 clés de lecture qui nous permettent de regarder ce que nous sommes, quelques fondamentaux, quelques clés de comportement qu'on a un petit peu tendance à oublier régulièrement. La première, poser une question à quelqu'un. C'est reconnaître son intelligence. Si je vous pose une question, si je lui pose une question, c'est que j'attends quelque chose de lui. Ce qu'il va dire va être important, peut influer sur ce que je peux penser. Ça nécessite évidemment d'écouter ce qu'il dit de l'autre côté. Le deuxième point, c'est demander à quelqu'un un effort de créativité, de contribution pour la résolution d'un problème. C'est lui permettre tout simplement, pour reprendre des termes dont vous avez l'habitude, la possibilité de refaire un bilan de compétences. Si je lui pose cette question-là, lui va devoir réactiver quelque part tout ce qu'il sait dans la partie opérationnelle, mais également toutes ses compétences et les qualités qu'il a quelque part dans le cerveau, et éventuellement en redécouvrir de nouvelles. C'est un feu d'artifice qu'on déclenche finalement dans l'esprit de la personne. Et ça, c'est quand même du plaisir. Le troisième point est un peu plus compliqué à expliquer. C'est une théorie qui a été avancée par Jean-Louis de Sales pour expliquer et trouver les moteurs qui auraient permis le développement du langage articulé
dont nous, espèces humaines, on est quand même les porteurs fondamentaux. Alors, ça s'appuie sur un concept qui est que l'homme est un animal politique. Qu'est-ce que ça veut dire, un animal politique? C'est que nous appartenons tous et nous vivons tous, non pas dans des groupes, mais dans des réseaux d'alliances. Nous connaissons les personnes. Ce n'est pas le groupe en tant que tel que l'on regarde, mais c'est bien la manière, pour le comprendre, le groupe, la manière dont ces alliances se transportent, dont les relations se font entre. On ne connaît pas la direction d'eux, on connaît des personnes dans la direction, on travaille avec des personnes dans la direction, on a des affinités avec les personnes dans la direction. Donc ça, c'est relativement important à comprendre. Alors maintenant, nous, en tant qu'individus, quelle est notre position, notre attitude? C'est on cherche bien évidemment à voir comment est-ce qu'on peut appartenir aux alliances qui nous intéressent. Et c'est là où la théorie de Salles arrive, la théorie du langage, c'est que lui dit que le moyen d'appartenir, de se faire repérer par ces alliances et d'avancer là-dedans, ça aurait été pour l'homme la possibilité, le moteur serait d'avoir cette curiosité, cette capacité d'observation et surtout de pouvoir le reporter aux autres. Donc, ce qu'on est en train de dire là, c'est que la capacité d'observer et de le dire est vraiment un moteur fondamental, profondément ancré dans l'espèce. C'est quelque chose qui est naturel chez nous, strictement naturel. Alors, on a nos trois regards qui sont faits. On n'est pas en train de dire que c'est facile. Il ne suffit pas juste de le dire pour que les choses se génèrent. Il y a tout un tas de blocages qui se sont créés en cours de route. Par contre, ce qu'il faut bien retenir, c'est que ce sont des mécaniques qui sont naturelles et qui sont existantes. Les avoir en tête va permettre à un moment donné de conduire et de concevoir les actions de manière différente. Maintenant, revenons au sujet qui nous intéresse, qui est plus l'innovation. Alors l'innovation, dans notre vision, c'est à la fois un processus dans un ensemble et à tout un jeu de pratiques. Alors les pratiques sont un peu longues à expliquer, là on n'aura pas le temps de les balayer. Dans les process, il y a 4 phases qui sont fondamentales. On les retrouve dans toutes les innovations, dans toutes les grandes innovations qui se sont faites. La première phase, c'est une phase d'observation. La phase d'observation consiste à recueillir l'ensemble des observations autour d'un thème ou d'un sujet donné et de les faire se développer. C'est une phase qui est finalement assez naturelle puisqu'on est bâti pour ça, avec la théorie qui dit on a tous envie de dire quelque chose sur et de le dire aux autres, le partager. Ce n'est pas uniquement l'expression donnée. Alors le problème de cette phase, c'est qu'on a trop tendance à l'écourter. On va trop vite sur ces choses-là. Le deuxième point, c'est qu'on ne s'écoute pas. On s'écoute toujours insuffisamment sur les éléments qui sont décrits. Le troisième frein là-dessus, c'est qu'on a une tendance naturelle à vouloir basculer sur tout de suite une solution, une solution, une solution. Et ça, c'est compliqué de lutter contre ça parce qu'on a été formé pour ça tout le temps. La deuxième phase et la troisième, qui répondent un peu aux mêmes critères, sont des phases qui sont beaucoup plus techniques. Ce sont des phases dans lesquelles on cherche à faire des liens, à établir des relations entre les différentes observations qui ont été faites et les problèmes qui sont posés. Voilà. Alors là, c'est une phase qui n'est pas du tout facile, mais ce que l'on sait, c'est que cet effort-là de réflexion à cet endroit, lui, il est porteur de plaisir et de rebalayage des compétences, de réactivation des capacités que l'on a tous. La troisième phase est la phase que l'on appelle de propagation. La phase de propagation, c'est une phase dans laquelle les solutions qu'on a commencé à construire, on va chercher à les faire aller jusqu'au marché, jusqu'au public cible qui est visé. C'est celle-ci. Et là, dans cette phase-là, bien évidemment, ce sont toujours nos qualités d'observation qui vont être mises en œuvre et nos qualités de création. D'observation parce qu'il va bien falloir avoir en tête que la solution qu'on a trouvée, elle va peut-être pas arriver au bout, ça va peut-être pas être uniquement celle-là. Donc il va falloir observer ce qui marche, ce qui marche pas. Et création, parce que les solutions, il va peut-être falloir les bouger. Donc il va falloir refaire des efforts de créativité dans cette partie-là. Alors cette phase-là, c'est assez rigolo, mais c'est quasi systématique. On a tendance à l'oublier. Alors avec Olivier, on l'appelle la mal-aimée, la phase de mal-aimé. Il va vous en parler.
Alors, si on veut, on a recadré. Notre préoccupation, c'est toujours la façon dont l'innovation fonctionne avec des êtres humains. Et avant de plonger dans la façon dont l'innovation se propage et tous les problèmes qu'on peut y rencontrer, on va se redemander ensemble, d'abord, est-ce qu'on a le choix pour innover? Est-ce qu'on a le choix d'innover? Et notre réponse, elle est assez catégorique, sinon on ne serait pas ici, c'est que non, on n'a pas le choix. Il faut innover. Et pourquoi? Parce que d'abord, nous sommes dans un monde dont la complexité varie énormément. C'est un monde qui change extrêmement vite. Et non seulement ce monde change vite, mais il propose des situations de plus en plus variées. On va prendre un tout petit exemple. Vous projetez-vous, il y a 60-70 ans, vous arriviez dans un nouvel appartement, en termes de communication, votre préoccupation c'était, est-ce que j'ai une ligne téléphonique fixe qui fonctionne, qui est branchée? Vous n'ayez pas le choix, c'est le numéro qu'on vous avait imposé. 20 ans plus tard, grande innovation, en France, on avait le Minitel, donc on se posait 2 questions en arrivant dans un nouvel appartement. Ça a duré pendant à peu près 40-50 ans, et aujourd'hui, quand vous arrivez dans un appartement, vous posez quoi comme question? Est-ce que votre téléphone fixe est installé? Pardon, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur, voilà. Est-ce que votre téléphone fixe est installé? Mais vous allez très vite vous poser d'autres questions. Est-ce que vos mobiles fonctionnent? Bon, ça en général, c'est le cas. Mais est-ce que les mobiles de vos enfants fonctionnent? Et puis, est-ce que vos ordinateurs sont connectés? Est-ce que vous avez une box qui va vous permettre d'avoir la télévision et connecter vos tablettes? Ça, c'est sur 10 ans que ça s'est passé. La multiplication de ces offres, c'est sur 10 ans. Est-ce que ça donne aujourd'hui? La question que vous devez vous poser quand vous arrivez quelque part, c'est est-ce que tous mes objets connectés vont fonctionner? Il y a 70 ans, une ligne fixe. Pendant 50 ans, tout tranquille. Dans les 10 dernières années, vous avez vu à quel point ça s'est complexifié. Alors, est-ce que ça a un impact dans votre travail? Il y a 30, 40, 50 ans, on se posait la question d'un CDI. Aujourd'hui, la multiplicité des choix est énorme. La multiplicité des situations est énorme. Entre les familles recomposées, les gens qui peuvent bouger et pas bouger, chaque cas devient un cas individuel différent des autres. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la façon dont on les traite? Eh bien ça, c'est ce qu'on affirme. Les systèmes qu'on a mis patiemment en place sur 50 ans, ils sont insuffisants aujourd'hui. Et ils sont insuffisants pourquoi? Parce que le jour où vous avez un problème nouveau qui se pointe, que vous voulez y trouver une solution, d'abord il faut attendre de l'avoir identifié. Il faut qu'on vous les signale. Ensuite, très patiemment, vous allez adapter votre système. Quand vous avez réussi à adapter votre système, vous allez le mettre en œuvre, et au moment où vous le mettez en œuvre, entre-temps, il y a 2 nouveaux problèmes qui se sont posés. Donc on est quasiment condamné, avec l'évolution de la complexité du monde, à être toujours décalé dans le service qu'on donne avec les systèmes, si on donne une réponse à part des systèmes. Et on rentre dans une sorte de cercle vicieux qui est, vous avez un problème nouveau, le système est inadapté, on va le détourner. Et ça, je sais que c'est assez fréquent d'être obligé, vous savez, dans les applications, de trouver un moyen que le cas de la personne qu'on a en face de soi rentre quand même dans l'informatique. Évidemment, puisqu'on va donner une réponse inadaptée, l'usager, le client en Suisse, va dire la réponse n'est pas bonne et il régénère un problème nouveau. Alors du coup, ça donne quoi sur l'organisation au travail? On va revisiter Pareto. Vous savez, le fameux Pareto qui a été le maître des organisations. On cherchait toujours la réponse à les problèmes, à sérier les problèmes. 80% des problèmes sont standards, 20% sont uniques. Le système donne une réponse aux problèmes standards. Et il nous reste 80% de notre temps pour traiter les problèmes uniques. Sauf que le monde change, le monde est complexe, et la variété des problèmes est plus grande. Donc voilà, le nouveau Pareto, c'est 1. Première chose, c'est qu'on n'a plus 20% de problèmes uniques. On en a de plus en plus. 2, la réponse du système est inadaptée. Donc, le temps qu'on passe à résoudre des problèmes individuels explose. Donc on n'a pas trop le choix, parce que si on veut s'en sortir, vous avez remarqué, on n'a pas 100% du temps. La résolution individuelle des problèmes complexes demande plus que nos capacités. Et c'est ça que l'innovation est censée traiter. J'espère pouvoir conclure en disant on n'a pas le choix. On est obligé de trouver des réponses à des problèmes nouveaux, on est obligé d'inventer des solutions, et ça nous demande du temps. Donc pour pouvoir réduire ce temps passé, on n'a pas trop le choix, il faut que ces innovations arrivent à rentrer dans le flux quotidien des opérations classiques. Et on sait que ça, c'est compliqué. Alors, pour
traiter cette partie-là, je vais vous demander de faire un... On va essayer de regarder les choses un petit peu différemment sur l'innovation. On va essayer de regarder la relation entre l'innovateur et le reste de sa structure de façon un peu différente. Et ce que je vais vous proposer, c'est de regarder les structures comme avec une vision agricole. Donc on va commencer par considérer que nos organisations, c'est comme une exploitation dans la Beauce. On produit du blé, du blé, du blé, du blé, du blé. On a un exploitant qui est absolument rodé, qui a optimisé tous ces processus. Mais dans un coin de sa tête, il sait qu'il doit pouvoir trouver des solutions nouvelles. Alors ce qu'il propose, c'est qu'il va mettre au centre de son exploitation une serre et qu'il va la confier à un botaniste. Et à ce botaniste, il va lui demander d'explorer, planter des nouvelles graines, tenter des nouvelles plantes, aller voir ailleurs, tenter des nouvelles méthodes et de temps en temps lui proposer quelque chose pour voir s'il va lui allouer de temps en temps, en plein champ, un petit espace pour développer, pour mettre en production une solution innovante. On va revenir donc d'un côté, le contrat que passe l'exploitant, c'est qu'il va demander au botaniste de tout tenter. Et le contrat, c'est que le botaniste arrive de temps en temps avec une proposition, il lui dit, monsieur l'exploitant, j'ai trouvé ça, est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous résout des problèmes? Et l'exploitant va dire, celui-là, ça ne m'intéresse pas, ça c'est une lubie de botaniste. Par contre, le truc que tu as là dans le coin, ça m'intéresse. Ça pourrait peut-être me résoudre des problèmes. Ceci met en lumière le fait que, oui, vous êtes ici tous des innovateurs, mais dans vos structures, il n'y a pas que des innovateurs. Il y a des tas d'autres acteurs avec lesquels vous allez interférer. Ces acteurs, qui sont-ils? Déjà, tout d'abord, quand vous faites des appels à idées, il y a la hiérarchie des contributeurs. Est-ce que les contributeurs ont le droit, dans la hiérarchie, de s'exprimer, d'exprimer leurs idées, d'allouer un peu de temps pour faire sortir leurs idées? Ce que disait Stéphane, pour simplement prendre le temps d'observer. Dans tous vos métiers, on sait que l'identification des nouveaux problèmes, c'est sur le terrain que ça se passe. C'est devant un guichet, de l'autre côté du comptoir, qu'on prend conscience de la variété, de la complexité de ce monde. Est-ce que déjà, les gens qui sont devant ce comptoir ont le droit d'observer, d'être inventifs, d'être créatifs? Le deuxième acteur fondamental, ce sont les systèmes centraux, parce qu'à un moment, il va falloir de toute façon les faire rentrer, ces innovations, dans les systèmes centraux. Est-ce qu'on est capable de parler avec ces gens-là? Est-ce qu'ils s'attendent à un jour intégrer les innovations dans leur système informatique, dans les systèmes financiers? Et puis tout simplement, les opérateurs classiques. Quand vous changez la configuration d'un poste de travail, est-ce que tout le monde est capable de l'accepter? Quand on invente de traiter des demandeurs d'emploi sans passer par le guichet, est-ce que les gens qui sont dans les agences sont capables de le faire? Donc on a toujours pour cette chose indispensable, c'est que pour que l'innovation se propage, à un moment, on a besoin de tout le monde bien au-delà du groupe des innovateurs. Parce que dans la réalité, l'innovation, ça se passe comment? Ah oui, vous avez tous des sourires merveilleux, donc vous êtes tous un peu comme tous ces gens qui proposent des idées. Si vous avez de la chance, vous avez même une hiérarchie, une gouvernance qui est bienveillante, qui attend votre innovation. Donc vous allez travailler avec acharnement. À un moment, vous allez réussir, avec beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, beaucoup d'acharnement, vous allez réussir à sortir quelque chose. Vous allez le proposer à un public. Et à votre avis, il a quels yeux ce public quand il reçoit votre innovation? Parfois, ça commence comme ça. Et parfois, autour de ces yeux-là, il y a ça. Et ça, je suis certain que c'est ce que vous rencontrez le plus souvent dans votre expérience professionnelle d'innovateur. Parce que ce qui est un plaisir pour vous, les innovateurs, ça peut être une douleur pour pas mal d'autres personnes dans votre organisation. J'ai l'impression que, oui, vous avez déjà vécu ce genre de choses. Ouais. Bon, on l'oublie. Donc les innovateurs, ce sont des gens normaux, qui ont les yeux ouverts, qui sont surpris, ils trouvent un truc sympa. Ils s'éclatent, ils proposent une solution. Et puis les autres, qui sont tout aussi normaux, qui reçoivent ça, d'abord dubitatif. Dans le pire des cas, et ça finit. Et pourquoi ça finit comme ça? Parce qu'on est humain, Stéphane vous l'a dit. On réagit tous comme des êtres humains. Donc devant l'innovation, c'est l'inconnu. L'inconnu, c'est perturbant. L'inconnu, c'est la peur. La peur provoque le refus de coopérer, le refus d'obtempérer. Et c'est ce qui scelle souvent le sort de pas mal d'innovations. On finit par le rejet de l'innovation.
Pourquoi? D'abord parce qu'entre l'innovateur et l'exploitant, entre le botaniste et l'exploitant, on a clairement des caractères opposés. Il y en a un dont le métier, c'est que toute son organisation fonctionne parfaitement. L'autre, on le recrute parce que c'est un trublion, parce qu'il pense autrement, parce qu'il pense différemment. Mais ces deux-là, est-ce qu'ils peuvent se causer? Ensuite, vous avez des départements d'innovation. Dès lors que vous avez un département d'innovation, ça veut dire qu'il y a des départements qui ne sont pas d'innovation. On cloisonne. Déjà, entre ces départements, très, très fréquemment, vous avez déjà des cloisons étanches. Donc, les démarches cloisonnées, c'est un des premiers obstacles également à la compréhension de la démarche de l'innovation et à la capacité à la recevoir avec bienveillance ou à exprimer une réelle attente. Et puis, il y a le syndrome de l'évidence. L'innovateur, il a trouvé sa solution. Et puis, ça marche. Il a fait l'expérimentation. Et puis, il se pose la question, mais pourquoi est-ce que l'exploitant n'en veut pas? C'est tellement évident ce que je lui propose. Pourquoi? Simplement parce qu'on est tellement persuadé que ça va être accepté qu'on ne prépare pas cette phase de propagation. On a dit c'est la mal-aimée, ce n'est pas par hasard. On passe beaucoup plus de temps, et ici même, vous passez beaucoup plus de temps à chercher les bonnes idées, à chercher comment les faire mûrir. Mais cette phase de propagation, est-ce que vous la préparez? Il ne faut pas oublier aussi que l'exploitant, lui, il est isolé. L'exploitant, il est face au client, il est face au public, et il se sent bien seul. Il a aussi lui-même peu de temps pour communiquer avec vous. Et tout ça se résume, on a parlé de peur. La peur, la seule façon de vaincre la peur, c'est d'apporter de la connaissance. La façon d'apporter de la connaissance, c'est de former les gens. Donc la propagation doit se préparer. Là, on va rentrer dans les phases plus techniques. Alors, vous embêtez pas trop avec ces slides. On est quand même des consultants, donc on a l'habitude de présenter des trucs un peu absconses. Retenez une seule chose dans tout ceci. Voilà. Ce que slide décrit, c'est la propagation d'un projet innovant. On commence par une phase qu'on connaît tous, on essaie de résoudre le problème. Ensuite, ça passe souvent par une expérimentation. Ensuite, on se dit, bah, tiens, je prépare l'extension et je vais la balancer dans le public, dans mon organisation. Une phase absolument indispensable, c'est de travailler l'innovation jusqu'à ce qu'elle arrive à cet endroit-là, le marché, tous les clients, tous les usagers. De façon à ce qu'on ait réalisé la promesse de l'innovation, souvenez-vous de mon diagramme de Pareto tout à l'heure, d'avoir réduit le temps qu'on passe à traiter les nouveaux problèmes exceptionnels qui se présentent à nous. Formation, ça veut toujours dire qu'il y a ce qu'on entend par formation, c'est que l'innovation, ce n'est pas juste de l'intuition. Vous savez, vous avez énormément travaillé, il y a énormément de techniques, de pratiques. On va les balayer très rapidement, mais on ne va pas trop s'appesantir quand même. Ah, excusez-moi, j'avais oublié une chose. Je vous disais que la difficulté de se comprendre entre le botaniste et l'exploitant. Et je proposais une vision. On va reprendre l'image du yin et du yang. Les opérations classiques, c'est un domaine à part. Vous devez vous assurer que tout ce que vous faites est parfait. Jour après jour, vous améliorez vos processus. De l'autre côté, vous avez un innovateur qui, lui, est plein de projets innovants. Alors lui, son credo, c'est adapter les moyens, prendre des décisions rapides, avoir des échecs, avoir des succès, improviser. Et l'exploitant, lui, de son côté classique, il dit non, on contrôle les budgets. Non, on normalise, on standardise. S'il vous plaît, faites preuve de rationalisme. Si la structure n'est pas consciente qu'elle va provoquer en permanence la confrontation entre les deux cultures, alors cette barrière qui sépare la culture d'innovation de la culture classique risque d'être infranchissable. Sauf si vous apprenez aux structures, hop, ça va dans mon mauvais sens, sauf si vous apprenez aux structures à communiquer et en commençant par les former. Alors les former à quoi? L'innovation, Stéphane vous l'a dit, il y a des invariants. D'abord, il y a les 4 phases. Je vais passer très rapidement. Les idées, ça commence vraiment par une observation. Il n'y a pas d'idées sur le terrain. Il y a des gens qui regardent des choses, qui à un moment vont avoir une idée d'une solution, pas une idée. Ils vont vous proposer une solution. Vous l'avez dit précédemment, c'est rarement la bonne. Donc, entre ces observations et ces ébauches de solutions, avant d'arriver à la bonne idée, on a une phase de maturation, où on va travailler les observations, faire des liens, réunir des idées, jusqu'à ce qu'on découvre une opportunité. Quelque chose où tout le monde va dire hey, on ne sait pas encore si ça marche, mais ça commence à sentir bon. À partir de ce moment-là, on va prendre une décision, la décision d'aller plus loin.
Et on va rentrer dans la phase suivante, qui est la phase de résolution. On va mettre en place un prototype. On va créer un lab. On va mettre en scène, comme le fait la 27e région, on va mettre en scène une solution élaborée, proposée, pour voir si au moins elle répond à sa promesse. Et la dernière phase dont on a parlé, qui est la phase de propagation, où une fois qu'on est arrivé à une proposition à peu près stable, on va se poser des questions complètement différentes. C'est comment je vais la faire accepter sur le terrain. Parce que, de nouveau, ce qui est une évidence pour l'innovateur n'est en rien une évidence pour l'exploitant. Et ça, il faut l'admettre. Il n'a pas tort, l'exploitant. Il traite 90%, 95% de son temps, il doit traiter des problèmes concrets. Deuxième élément de formation sur les invariants. L'innovation, ça passe par des livrables, très clairement identifiés, dans chacune des phases. Là-dessus, on essaie d'établir avec vous un vocabulaire commun. On commence par des contributions sur un thème, qu'on réunit dans un thème. De ce thème vont émerger des opportunités. Ces opportunités vont déboucher parfois sur des actions directement, ou des projets classiques, parce que c'est simple, et puis parfois, il va falloir travailler un projet innovant. On va en faire une ébauche, on va le mettre en œuvre, et on doit s'attendre à plusieurs itérations avant que ce projet atteigne la phase où il est consommable par l'exploitant. Si je reprends l'analogie de l'exploitant, à cet endroit-là, l'exploitant a dit « ça m'intéresse, ta nouvelle plante m'intéresse, dis-moi en plus, qu'est-ce qu'elle va me rapporter ? Elle me plaît, mais qu'est-ce qu'elle va me rapporter ?» On ébauche le projet. Et ensuite, à ce moment-là, il va prendre la décision de vous réserver un petit carré, quelque part dans son exploitation, où vous allez pouvoir lancer votre projet innovant, et petit à petit, vous allez pouvoir le propager de façon à ce que son champ de blé soit, à la fin de cette démarche de propagation, différent de ce qu'il était au départ, et qu'il l'ait accepté. Autre invariant. On va revenir à la naissance. On va revenir. Ça, on va le passer assez rapidement parce que je voudrais laisser la place aux questions. Donc, si vous avez des questions, vous venez nous voir. Mais on reprend la naissance d'une idée, des observations avec un processus spécifique qui permet d'en tirer une idée. Les autres invariants, la maturation, un travail de créativité, un travail d'innovation collaborative. On a ébauché une solution, elle n'est pas finale, on a encore besoin d'ajouts et d'apports. Cette phase est cruciale au passage parce que plus vous appelez de gens à contribuer autour d'une idée, d'une ébauche d'idées pour en faire une réelle opportunité, plus vous préparez le terrain. Parce que ces gens-là seront les avocats. Le jour où ça va se propager, ils seront les avocats de cette idée. Encore un invariant, la conception de projet. L'expérimentation, c'est relativement simple. Nous avons une idée, nous avons une idée de ce que nous allons proposer. Mais est-ce que le public, est-ce que le client final, non pas un qui a un problème, mais la multitude de gens qui ont un problème similaire, est-ce que l'idée qu'on va leur proposer va correspondre ? Mais ça, c'est aussi un processus où patiemment, on va regarder l'idée qu'on a eue. Quel problème ça résout ? Est-ce que c'est un problème plus général qu'on peut traiter ? Est-ce qu'on apporte à la fin à ce client une vraie réponse à son besoin? Et quand dans ce chemin-là, à la fin de ce chemin-là, si ça se trouve, la solution qu'on propose est radicalement différente de l'idée qu'on a eue au départ. Peut-être que l'idée qu'on a eue au départ, c'est plus que ce qui rend ce projet possible. Mais la forme que prend le projet à la fin, ce qui va être remis au client, peut être et devrait être radicalement différent. L'innovateur a sa façon de voir le monde. Il n'a fini son travail que quand il a adapté sa façon de voir le monde à la façon dont le monde voit ce qu'il propose. Et le processus complet il est relativement compliqué parce que ce que je vous dis est simple, mais dans une structure, il faut prendre des décisions, il faut allouer des budgets, il faut faire des priorités. Donc les priorités, vous l'avez vu dans toutes vos organisations, il n'y a pas une idée, il y en a 10, 100. Parfois même, elles sont extrêmement compliquées à gérer. J'ai entendu dire qu'il y a des gens qui passent 1 an à 2 ans avant de passer de l'expression d'une idée à l'exploitation de cette idée. D'accord ? Et ça, on arrive à le réduire à condition de pouvoir développer un processus performant de traitement des idées. Voilà pour les invariants, si je ne me trompe. Et on finit là-dessus. Je finirai là-dessus. L'innovation de nouveau, que si elle est partagée par tous,
Et donc tous doivent être prêts à partager l'innovation, ça se prépare, et notre credo, c'est que ça se prépare en formant tous les acteurs à l'innovation, qu'ils comprennent qu'on n'est pas juste des créatifs illuminés, mais des professionnels qui mettent en place des pratiques respectant des mécanismes connus, avec des processus intégrés dans la structure. On revient sur l'interne. Il faut bien avoir conscience que dans une organisation qui a une finalité opérationnelle, qui a l'habitude de fonctionner de manière ordonnée, top-down, bien carrée, comme on l'est, quand on amène une démarche d'innovation, ce qu'il faut réaliser, c'est que c'est un projet d'innovation en tant que tel pour la structure elle-même qui est en train de se faire. Si tu as le slide. On a donc là les structures qui doivent produire des innovations, produits et services, et puis on a à l'intérieur un autre process, l'équipe d'innovation et la démarche d'innovation. Cette démarche d'innovation, c'est un processus d'innovation en tant que tel. Et il va avoir un problème de propagation, comme exactement Olivier l'a expliqué. Pour caricaturer et illustrer un peu la chose, vous imaginez un directeur de l'innovation qui arrive, qui voit donc son directeur opérationnel qui arrive, lui, à résoudre les problèmes tous les jours, enfin, qui en a par-dessus la tête. Il lui tape sur l'épaule, il lui dit « Bon, ben maintenant, on va penser différemment. » On sent bien que ça va peut-être pas tout à fait être spontanément accepté, cette chose-là. Et même si les gens sont d'accord sur le principe, ils risquent de ne pas savoir s'y prendre. Et comme l'a dit Olivier, la formation est assez pratique parce que ça permet d'établir un socle de vocabulaire commun, une compréhension du monde, une carte du monde finalement. On sait où on est, on ne sait pas ce qu'on va y faire, mais on sait qu'on doit y faire quelque chose à cet endroit de cette nature. Et moi, je voulais vous raconter du coup une petite anecdote qu'on a vue qui était d'un présentateur, d'un innovateur en fait, qui devait présenter dans une conférence internationale son innovation. Et il devait le faire en anglais. Et la personne commence en disant en anglais « Je sais très mal parler anglais, mais je vais quand même la faire en anglais. » Il ajoute derrière « Et ça, c'est mon innovation à moi, la mienne. Je l'ai. Je vous montre ça, mais moi, je fais ça. » Et j'ai trouvé que c'était quand même tout à fait fantastique, en fait. Ce tout petit décalage, là, où on sent que le gars l'a pris pour lui-même. Alors, ce que ça fait surgir comme idée, c'est que l'innovation, ça se pratique, ça se vit. Qu'est-ce qu'il y a de plus naturel quand on apprend des concepts et des mécaniques que d'essayer de les faire pour soi-même? Et c'est là où on va se rendre compte des problèmes que la personne de l'autre côté a, parce qu'on va les avoir, ces problèmes-là. C'est à peu près évident. Ensuite, ça dit aussi que l'innovation, elle est relative à soi-même. C'est-à-dire que ce n'est pas une valeur absolue. On ne cherche pas à faire Google. On est à un endroit, nous. Ce qui nous intéresse à nous, c'est de faire un pas par rapport à nous, pas par rapport à un idéal qui pourrait se promener dans la nature, qu'on atteindra peut-être un jour, mais pas directement. Et l'autre chose que ça dit, c'est que l'innovation, elle est ouverte. Ouverte, ça veut dire que ce n'est pas réservé à ceux qui savent, ce n'est pas réservé à ceux qui en ont la mission, qui en ont reçu l'ordre, et ainsi de suite. Non, on peut le faire pour soi, tout de suite, directement. Alors, la personne qui faisait cette présentation, c'était vraiment, vraiment touchant, parce que ça lui faisait plaisir. Il l'a dit avec un sourire qui était vraiment énorme. Enfin, et là, on a senti la salle qui a commencé un petit peu à frémir. Le plaisir, c'est quelque chose qui est palpable, c'est quelque chose qui se transmet, tout simplement. On a des neurones miroirs pour les recevoir. Alors, le plaisir est transmissible, la maîtrise de l'innovation, ça s'apprend. Si on ajoute les deux, on a le plaisir plus la maîtrise qui est égal au plaisir d'innover. On est bien mathématique jusque-là. Et le plaisir d'innover, ben, ça se propage. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus adaptes à l'innovation que d'autres? Oui et non. Alors oui en quoi? D'abord parce qu'il y a les innovateurs, ce sont des gens qui ont une capacité d'observation et d'association. Mais on vous l'a dit, ce qu'on a essayé de vous dire, c'est que l'innovation est d'une part une affaire d'innovateurs, de créateurs, d'inventeurs, et puis c'est aussi une question, une attitude qu'on demande à ceux qui n'ont rien à voir avec l'innovation.
Donc, d'une part, on va caractériser 2 profils. Celui qui est capable d'innover, 3 profils d'ailleurs. Celui qui est capable d'inventer, d'innover, d'associer, c'est lui qui va produire les idées pertinentes. Celui qui est dans son exploitation va les recevoir avec bienveillance, en sachant qu'elles ne sont pas parfaites. En sachant qu'il va, chaque fois qu'il va parler à cet inventeur, il va déclencher un petit switch dans sa tête qui dit « je bascule de mon mode d'exploitant à un mode d'écoute de l'innovateur ». Ça, en soi, c'est une compétence qui n'est pas ordinaire. Et puis, il y a le 3e profil, qui est le gestionnaire de l'innovation, celui qui maîtrise tous ces processus et qui va patiemment, jour après jour, s'assurer que les 2 profils arrivent ensemble à faire quelque chose. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Moi, j'ai juste en rajouté un. Oui, il y a des profils. Tout le monde connaît Reynald, c'est un archétype extraordinaire. Et le deuxième point que moi je voudrais dire, c'est que ce qu'il faut considérer dans l'innovation, c'est que tout le monde doit y trouver sa place. Et tout le monde peut avoir sa place. On a besoin finalement de tout le monde avec ses qualités propres. Si on se pose la question comme ça, et quand on déroule le projet, on se dit et comment les uns et les autres vont pouvoir s'insérer dans le dispositif naturellement, on a tout gagné. Tout le monde y trouve son compte. C'est comme le rugby à l'ancienne. Il n'y a pas que des gars qui font 100 kilos qui peuvent jouer. Hafid Kamal, directeur général ANAPEC Maroc. Alors en fait, ce que vous avez dit, c'est que pour réussir l'intégration de l'innovation dans l'entreprise, il y a 2 acteurs pour simplifier. Il y a d'un côté l'exploitant et d'un autre côté, il y a l'innovateur. Et donc tout le défi, c'est comment faire communiquer ces 2 acteurs entre eux pour réussir justement cette propagation de l'innovation. Or, on sait qu'en général, dans la réalité, l'exploitant, c'est quelqu'un qui est très pris par le quotidien, par les objectifs, par les problèmes de chaque jour, et donc qui se prend pour quelqu'un de très terre-à-terre, très pragmatique. D'un autre côté, l'innovateur peut être vu comme un rêveur, quelqu'un qui a parfois même peut-être vu par l'exploitant qui vient avec des idées superflues, et donc l'exploitant voit qu'il n'a pas vraiment le temps pour, je dirais, prendre en compte ces idées, d'autant plus que ça pourrait perturber tout le système. Parce qu'intégrer une innovation, ça veut dire qu'il y a toujours le risque que finalement qu'on perd ce qu'on faisait parce qu'on a essayé de tenter quelque chose de nouveau et peut-être qu'il y a toujours cette peur en fait à ce que ça ne marche pas. Maintenant, la question, c'est comment justement réussir. Vous avez dit par la formation, mais concrètement comment pour faire communiquer en fait ces deux acteurs. On vous l'a dit, on croit énormément à la formation parce que c'est la formation qui atténue les peurs, c'est la connaissance qui atténue les peurs. Quelque chose qu'on a pratiqué, c'est de faire des petits modules de présentation de ces invariants auxquels les gens viennent si ça leur plaît. On y traite d'abord la nécessité d'innover. Nous n'aimons pas spontanément changer les choses, sauf si nous n'avons pas le choix. À partir du moment où on a reconnu qu'on n'a pas le choix, on a donné sa place spontanément à l'innovation. Et à ce moment-là, si on comprend, si c'est dans ces conférences qu'on explique, c'est que cet innovateur qui est à côté de vous, ce n'est pas un rêveur, ce n'est pas un trublion, il applique des méthodes qui vont fonctionner, à une condition, c'est qu'au moment où il va vous passer la main, vous ayez compris d'où il vient, vous ayez compris ce qu'il va vous apporter, et j'ajoute un bémol, parce que c'était une discussion qu'on a eue souvent. On ne doit pas lui promettre un résultat instantané, parce qu'il n'y aura pas un résultat instantané. Je viens d'un monde de start-up. On promet, on fait des business plans, on promet qu'on va révolutionner le monde en 2 ans. Ça ne marche pas. Quand on va changer les choses, quand on va changer des comportements, il faut du temps. Si l'exploitant a gardé en tête ce switch classique, je veux des résultats de productivité tout de suite, alors il sera déçu, et après sa première tentative d'ouverture au botaniste, à l'innovateur, il va dire « je t'ai assez vu, toi ». S'il a compris que son attente, c'est de mieux fonctionner, parce qu'il en a besoin, s'il a compris d'abord qu'il en a besoin, s'il a compris que cette attente, elle va arriver dans le temps et qu'elle arrivera d'autant mieux que lui-même veut bien contribuer au processus, là, vous avez gagné la propagation de votre démarche d'innovation. Et nous, on le fait sous la forme, simplement par des conférences un peu comme celle-là, où on met en évidence que ce n'est pas des attentes de magie qu'on a. On a des attentes d'un processus opérationnel puissant qui va donner des résultats. Je vais rajouter une petite chose. Quelque chose de très pratique, c'est que si vous vous appuyez sur les problèmes que les gens ont, réels, un premier, là, vous lui rendez service. Et donc, quelque part, il va commencer à accepter la démarche beaucoup plus facilement et il va en voir son bénéfice direct. Donc ça, je crois que c'est important dans la manière, dans la tactique de déployer les choses. Il ne faut pas hésiter à commencer par les épines dans le pied qu'on a. On marche mieux après.
on passe tout de suite dans une phase qui est plus agréable, plus constructive. Et c'est pour ça qu'on présente un troisième profil. Le troisième profil, cet intermédiaire, ce pont entre l'innovateur et l'exploitant, qui est le responsable de l'innovation. Son rôle n'est pas de faire émerger des idées, c'est de faire émerger des idées qui vont être acceptées par l'exploitant. Et son rôle s'arrête là, à la fin. Et il doit convaincre d'ailleurs l'innovateur que l'innovateur, oui, ça c'est un truc important, un innovateur doit être aussi assez patient pour accepter que ce qu'il présente n'est pas une évidence. Donc il va devoir faire un effort de pédagogie, il va devoir vendre. L'innovation, ça se vend aussi en interne. Oui, merci. Je suis André Nyanga Ilenga, directeur général au NEMO Congo-Brazzaville. Je suis très ravi de votre présentation très riche, mais j'ai une petite préoccupation. Depuis ce matin, quand on parle d'innovation, c'est comme si c'était un processus normal de quelqu'un qui est libre et qui peut réfléchir librement, sans pression. C'est ce que je ressens de vous. Mais quelle place faisons-nous la concurrence et l'innovation? Parce qu'aujourd'hui, prenons même dans la téléphonie mobile, la façon dont les choses évoluent, on a l'impression que c'est le monsieur là qui doit innover n'est même pas libre. Parce que lui, il a une pression. Il faut qu'il atteigne un résultat. À ce moment-là, même le temps de formation, de propagande, ainsi de suite, prendra un coup. Je voulais comprendre parce que juste là, vous nous présentez des choses comme si c'était fait correctement, avec la volonté individuelle d'innover, mais il y a la pression sociale dans la productivité. Quel lien faites-vous? Merci. Le lien, de cette façon, il est assez naturel parce que votre concurrent, il a la même pression et il se comporte de la même façon. Il y a des enquêtes du BCG, du Boston Consulting Group, qui sont assez fascinantes sur le sujet, où chaque entreprise, même quand elle est vue innovante par les autres, se voit elle-même en retard sur l'innovation. On a tous le même problème. Votre concurrent, vous avez des cultures d'entreprise où il y a des sociétés qui se sont labellisées sociétés innovantes. Et donc, tout le monde attend qu'ils soient forcément en avance. Mais je vous rassure, en interne, ils ont exactement les mêmes problèmes que vous. Donc, je reviens sur un message, c'est ne regardez pas la concurrence. Si vous avez réussi à réveiller par votre image d'innovation toute la créativité et l'intelligence de tous vos collaborateurs, leur capacité à observer, à contribuer à un processus, alors de facto, votre organisation, qui a des gens tout aussi intelligents que les gens de la concurrence, elle sera en avance. Et à ce moment-là, vous inversez le paradigme, c'est que c'est eux qui vont regarder, qui vont dire « Ah, mais que c'est vous qui leur mettez la pression ». Oui, cette concurrence-là, elle y est, mais ce n'est pas dit qu'ils aient raison et ce n'est pas dit que ça dure tout le temps comme ça. Il y a vraiment aussi peut-être une couche plus profonde de changement et de nouveaux produits, de nouvelles manières de voir les choses qui, elle, va venir. Je ne sais pas si je réponds, si je complète. Le stress, surtout. Le stress, c'est votre problème. Oui. Attendez, parce que si vous voulez être interprété dans d'autres langues, il faut le dire dans le micro, sinon les interprètes ne l'entendent malheureusement pas. Je parlais un peu de taux de stress dans ce système. Ah, mais c'est clair. Parce que le propriétaire de l'entreprise a besoin d'un résultat. Et alors, vous devrez y atteindre. Bon, par l'innovation. Le taux d'échec, je pense que ça crée beaucoup de stress. Parce que l'innovateur n'est pas un super homme. C'est aussi un travailleur comme les autres. Oui, mais vous avez raison, c'est un vrai problème. L'expérience montre qu'on trouve plus facilement quand on n'a pas la... quand on n'a pas la pression, tout simplement. Je rajouterais quand même une chose, c'est que ce taux de stress, il est aussi lié au fait que l'innovateur se sent obligé de promettre énormément. Et je pense qu'il y a des moments où il faut être aussi dans notre rôle d'innovateur extrêmement humble et de savoir avec force affirmer que ce qu'on fait va peut-être échouer. Dans l'image du botaniste, si le botaniste ne fait que des plants qui sont acceptés par l'exploitant, il a probablement raté les principales innovations. Et c'est une chose que le botaniste doit réussir à imprégner dans la culture de son entreprise. S'il n'échoue pas, il n'a pas fait son travail. Et quand vous avez une gouvernance qui a accepté ce paradigme, qui est quand même un paradigme fondamental d'innovation, on a parlé d'échec tout à l'heure. Si ce paradigme est accepté, alors à ce moment-là, oui, vous aurez le droit à l'échec, et l'échec, vous le traiterez de façon à ce que ce ne soit pas une source de stress, mais de motivation.
le plaisir d'innover Stéphane Bernard et Olivier Pujol d'Égide. On les applaudit très fort. Merci beaucoup.